l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. On a un peu l'impression que les Allemands n'en ont pas fini avec lui et qu'il sait des choses et que les Allemands veulent pouvoir arriver à lui faire dire ce qu'il a à dire, mais jusqu'au bout, a priori, il ne dit rien. L'abbé Jean d'Aligot est arrêté le 31 août 1941, juste après la messe de 10h à Villers-Ville. Jean Casse-Gueule, prêtre atypique haut en couleur, résistant de l'ombre, va alors débuter son chemin de croix. Et c'est dans l'enfer des camps, pourtant, que son art va se révéler. Épisode 3. Le génie derrière les barbelés. En 1941, la guerre prend un virage décisif. Nacht und Nebel, en français, nuit et brouillard. C'est le nom d'une procédure prise par les nazis. L'Allemagne a fort à faire. Elle vient de déclencher l'opération Barbarossa et elle envahit l'URSS. Il s'agit alors de calmer les ardeurs à l'ouest. Plus question de faire des résistants des martyrs. Il faut faire disparaître ceux qui sont qualifiés de terroristes. Tenir un secret absolu à leur égard, créer un climat d'inquiétude et d'incertitude pour leurs proches. D'Aligot est incarcéré en septembre 41 à la prison du Cherche-Midi à Paris. Il y est torturé, il passe par l'hôpital Sainte-Anne puis la prison de Fresnes. Le 10 octobre 1942, 162 hommes se retrouvent sur le quai de la gare de l'Est. Ils sont tous fichés nuit et brouillard. Ils embarquent à bord d'un train, direction Inzert, en Allemagne. Personne à bord ne peut s'imaginer ce qui les attend. D'Aligot est parmi eux. Le matricule 5316 sur le bras, Jean va rester 5 mois et 12 jours au camp de concentration de Inzert. S'ensuivront les prisons de Trèves, Wittlich, Cologne, pour une destination finale à Dachau en avril 1945. Ce monde-là est celui de la terreur constante. Les sévices et la mort accompagnent chaque journée, un monde où tout est fait pour effacer l'humain. Et pourtant. Il va dans ces différents camps et prisons où il va continuer à être artiste. Et ça, qui est bouleversant. Fondamentalement, il va essayer peut-être de s'échapper de ce monde terrible dans lequel il est, de ce monde de la déportation. Et pourtant, donc il a ce désir de rester homme en étant artiste. Et donc il va se servir puisqu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien, évidemment, donc pour peindre, pour sculpter, il va se servir de ce qu'il trouve. Et là, c'est là où on touche au génie, c'est-à-dire qu'il va commencer à gratter la peinture qui se trouve sur les murs pour récolter les pigments. Il va se servir comme toile de petits bouts de journaux qui servaient pour les latrines. Il va uriner sur la pelle qui sert pour balayer pour qu'elle puisse rouiller et ainsi avoir donc de la rouille, donc de l'ocre. Et donc D'Aligot va réaliser soit des petites toiles de quelques centimètres en se servant d'un morceau de paille comme guise de pinceau. Et il va à la fois décrire ce qu'il voit, donc les scènes de torture, des scènes terribles qu'il peut découvrir. Et puis il va sculpter aussi avec ce qu'il trouve. Par exemple, il trouve un os dans sa soupe, eh bien il va en faire aussitôt une sculpture.
L'artiste dénote, y compris auprès de ses tortionnaires qui en viennent à lui demander des portraits. Le soir, il fait appel à sa mémoire pour en réaliser des caricatures. Daligo, le prêtre, étonne aussi. Il ne prie pas avec ses camarades en cachette à Inzert. Si l'on en croit la biographie de Christian Dorière, ce prêtre singulier parlerait même à ce moment-là de bondieuserie. À vrai dire, son rapport à la religion a toujours été particulier, une foi empreinte de mysticisme. Ça n'empêchait pas d'être passionné par son sacerdoce à l'époque, mais déjà à Hollandon, il disait détester les bigotes, la dévotion selon lui excessive. L'art, peut-être, serait l'expression de sa communion directe avec Dieu. Le prisonnier peindra d'ailleurs une nativité ou un baptême du Christ, mais ce n'est pas pour ces raisons que Jean se fait le plus remarquer. Puisqu'il se fait passer pour fou. À un point que on ne peut même pas imaginer, puisque si vous comme moi nous avions à nous faire passer pour fous, je pense qu'on serait que des pâles copies de ce qu'est la folie. Jean Daligo avec son génie, lui, il va rentrer pleinement dans le personnage. Et il y rentre de plein pied. Le rassemblement des prisonniers en plein froid face au SS. Moi, ils m'emmerdent, je m'en vais. Et Daligo de tourner les talons et de s'en aller. Le garde à vous au baraquement le soir. Jean tourne sur lui-même. Et si on l'enferme jour et nuit dans la prison du camp, il hurle. Côté un peu prodigieux un acteur, mais qui est extraordinaire, quoi, exceptionnel. Vraiment là, on est vraiment dans un numéro qui fait que les Allemands savent pas trop à qui ils ont affaire. Ils sont convaincus qu'il sait des choses et il faut arriver à lui faire dire. Et à la fois, on a un gars qui est fuyant et qui, par tous les moyens, se moque d'eux ou commet des actes qui, en temps normal, en camp de déportation, auraient mérité la mort. Et voilà, non. Il passe à travers tout ça comme si, en effet, on voulait à tout prix arriver à ce qu'il puisse dire ce qu'il a vraiment et qu'il ne dira jamais. En vie, mais abîmé. Il n'a que 43 ans à Inzert, mais son visage est émacié, sa corpulence athlétique a disparu, il subit les pires sévices à de nombreuses reprises. Il mange peu, la peau est sur les os, et il se représentera d'ailleurs avec un autoportrait. De savoir si cette folie était feinte ou non, il y a cette déclaration qu'il avait faite à un ami avant son arrestation. Si un jour j'étais fait prisonnier par les Allemands, je simulerai la folie. Daligo aurait été assassiné aux portes de Dachau le 28 avril 1945, c'est-à-dire la veille de la libération du camp par l'armée américaine. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers son histoire et aussi à travers ses productions. 200 œuvres ont pu être sauvées. Un miracle qui s'est produit à Trèves grâce à un prêtre allemand, l'abbé Jonas. Un homme qui là aussi est extraordinaire, c'est l'aumônier de la prison, qui au fur et à mesure que Jean Daligo réalisait ces petites toiles ou ces petites sculptures, va les faire sortir de la prison, alors avec tous les risques que ça évidemment comporte, et il va les cacher chez lui. Alors, pourquoi il le fait? Sans doute parce que l'abbé Daligo lui a demandé, et qu'il pense que peut-être que c'est un dépôt, et qu'après la déportation, il pourra les remettre à l'abbé Daligo. Ce qui est sûr, c'est que les bombardements vont détruire la maison, le presbytère où est l'abbé Jonas. Mais heureusement, comme ils avaient caché dans sa cave, il va les retrouver après-guerre. Et c'est là qu'intervient un personnage assez impressionnant aussi, c'est un autre prêtre, c'est l'abbé de la Martinière. L'abbé de la Martinière, il a été déporté lui aussi. Et juste après-guerre, il décide de retourner en Allemagne pour rechercher des traces de la déportation. Parce qu'il a le pressentiment que si on ne récupère pas tout ce qui peut rappeler la déportation, très vite, on ne va pas mesurer l'ampleur de ce que ça a eu.
Et c'est là que l'abbé de la Martinière va rencontrer l'abbé Jonas, et donc l'abbé Jonas va confier à l'abbé de la Martinière ce précieux dépôt. Jean d'Aligot est aujourd'hui présent à Besançon. On le retrouve au musée de la Résistance et de la Déportation. On peut le rencontrer à Caen, au musée du Mémorial. Il est enfin au Luxembourg, au musée national de la Résistance et des droits humains. Créé pour mieux se libérer l'esprit, comme un soir où, derrière les barreaux, il réalise un petit portrait de prisonnier. Pour cela, il va se servir d'un petit morceau de papier journal. Sauf que, au lieu de réaliser cette peinture sur le papier journal avec l'écriture horizontale, il va s'en servir de façon verticale. C'est-à-dire que on se retrouve avec un prisonnier qui est avec l'écriture comme des barreaux. Et ce qui est impressionnant, c'est que d'Aligot n'a pas choisi ce petit morceau de papier journal comme cela, par hasard, et il a réussi à trouver un petit morceau de papier journal où on parle d'arrestation, de condamnation. Et il va mettre en valeur ces mots allemands sur ces barreaux du prisonnier. Donc là, on touche au génie. On touche au génie. Et ce qui est impressionnant, c'est lui qui s'est tellement cherché comme peintre avant la guerre, c'est finalement, étonnamment, pendant cette période de déportation, qu'il va se révéler. Et d'Aligot va faire du d'Aligot. C'est-à-dire des œuvres que personne n'avait jamais fait jusque-là. C'est-à-dire, il part de rien et il fait des chefs-d'œuvre. Oui. Puisqu'on peut vraiment parler de chefs-d'œuvre. Dans le sens où il est vraiment pleinement artiste et nous fait des œuvres qui sont géniales, quoi. Jean d'Aligot est un homme de foi, un prêtre proche de ses paroissiens, un ingénieur et mécanicien, un homme de culture, un avant-gardiste, un anticonformiste, un artiste, un homme qui demeure présent par son histoire, par son œuvre, une postérité comme un ultime affront à la barbarie nazie. Le voilà devenu éternel. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin claiming that D-Day is here. And of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. L'abbé Jean d'Aligot, Peindre contre la barbarie, un podcast RCF documenté grâce au livre de Christian Dorière intitulé L'abbé Jean d'Aligot, un peintre dans les camps de la mort, et avec l'interview du père Pascal Marie, curé de Honfleur.